C'est donc l'heure de l'interview de la semaine, Yann, et ce soir, nous avons Serge Ledizet. Pour toi, Serge Ledizet, qui est-ce? Eh ben, Serge Ledizet, c'est un peu beaucoup la Bretagne. Serge, vous avez joué en tant que joueur à chaque fois des clubs bretons. Vous avez débuté votre carrière en tant que joueur au Stade Quimpérois. Vous avez joué au Stade Rennais et puis vous avez joué au FC Nantes de 93 jusqu'à 98. Et c'est un breton, né en 64 à Douarnenez. À Douarnenez, exactement. Vous avez été champion de France avec le FCN en 95, demi-finaliste de la Ligue des Champions face à la Juventus de Turin, si je ne me trompe pas. Il y a la très grande Juventus en 95. Exactement. Et il y a aussi une carrière d'entraîneur pour Serge Ledizet qui a d'abord commencé en coachant les jeunes du FC Nantes. Puis vous avez pris l'équipe première en janvier 2005 si je ne me trompe pas. Vous avez aidé le FCN à se maintenir. On va en parler du FC Nantes. En 2002, vous prenez les rênes du FC Nantes, mais en U18, vous gérez un petit peu la formation nantaise. On va revenir sur ce premier souvenir. Là, c'est votre plus grand souvenir d'entraîneur, cette victoire en Coupe Gambardella en 2002? Disons déjà que mon aventure avec les jeunes du FC Nantes, elle a démarré en 98, hein, donc dès la fin de ma carrière de joueur. Alors après, effectivement, la victoire en Gambardella, c'est le moment sympa hein, pour les joueurs, les jeunes bien évidemment, et aussi pour un entraîneur, parce que effectivement, c'est le Stade de France, c'est un petit peu le jour où on a droit aussi aux paillettes, surtout quand on la gagne. Donc voilà, c'était un beau moment, mais je dirais que c'est pas forcément ce qu'on retient le plus d'une carrière d'entraîneur formateur, parce que je crois que gagner une Gambardella c'est bien, mais la véritable victoire d'une Gambardella, c'est surtout le nombre de joueurs qui sont amenés à l'intérieur de cette équipe à figurer dans l'équipe pro 1 an, 2 ans ou 3 ans plus tard pour un club comme Nantes. Et vous avez coaché des anciens Angevins comme Délice Aou qu'on avait reçu il y a quelques années ici à l'équipe du lundi. Donc 98-2002, vous gérez donc la formation nantaise au FCN. Après, vous prenez l'équipe réserve en 2003 jusqu'en 2005. Et après, vous êtes catapulté entraîneur. Et ça dure 12 à 14 mois. Un peu plus, 18 mois. Un peu plus, et oui, vous parce que sauvez le FC Nantes à la dernière journée à Metz. Disons que ma carrière d'entraîneur de l'équipe professionnelle à Nantes, elle s'est faite en 3 parties. Première partie, c'est une opération maintien, hein, avec la prise en main de l'équipe en janvier 2005 pour une opération maintien, donc, qui au final donc, a été réussie. Une deuxième saison où on va dire on fait une saison moyenne sur le plan du jeu, sur le plan des résultats, on termine 14e, mais déjà des difficultés pour moi au niveau du club dans la cohabitation avec mes dirigeants. Donc, et quelques complications, hein. Le président de l'époque... Ouais, c'était vraiment les prémices d'une descente aux enfers. Pour l'époque, c'était Kita. Non, M. Kita n'était pas arrivé, c'était à l'époque Jean-Luc Grippon et Rudy Roussillon, donc, qui était le conseiller de Serge Dassault, parce qu'il faut pas oublier, le club appartenait à l'époque à Serge Dassault. Gros organisme de presse. Et là, on vous dit, Serge, vous démarrez la saison, mais je vous enlève Jérémy Toulalan et Mickaël Landreau. Ça, c'est un beau cadeau. Bon, disons que c'est une situation un petit peu particulière, mais bon, je ne vais pas trop non plus revenir là-dessus, je crois que c'est le passé. C'est vrai que, je vous l'ai dit, on terminait 14e la deuxième saison, c'était pas extraordinaire, mais en même temps, c'était pas forcément non plus complètement catastrophique. Et effectivement, à la fin de cette saison-là, Mickaël Landreau part au PSG, Jérémy Toulalan part à Lyon. Et puis le président annonce une grande campagne de recrutement à base notamment de l'arrivée de nombreux étrangers et beaucoup de joueurs qui arrivaient de championnats, on va dire, minimes en Europe, hein, Belgique, Turquie, enfin voilà, donc des joueurs qui manifestement ont eu beaucoup de difficultés à exprimer le même talent dans le championnat français, qui reste un championnat difficile. Donc donc beaucoup de difficultés sur cette entame de 3e saison, et puis donc mon limogeage au bout de 6 matchs. Vous quittez le FC Nantes après une aventure exotique, le Dubaï SC. Un petit mot sur le football qatari, Émirats Arabes Unis, qui ne cesse de prendre l'ampleur 6-7 ans après. Ouais, enfin l'expérience de Dubaï, je crois que elle était vraiment la bienvenue, parce que
Bon, à l'époque, j'avais aussi je divorçais, j'avais donc des problèmes familiaux. Un divorce aussi avec le FC Nantes, parce que 14 ans à Nantes, 6 ans en tant que joueur, 8 ans en tant qu'entraîneur, ça c'est pas rien. Et donc voilà, donc j'avais besoin de voir autre chose. Et puis il y a eu cette possibilité de partir à l'étranger. Et voilà, il me fallait rapidement quelque chose après Nantes. Et voilà, j'ai choisi cette expérience. C'était une super aventure humaine. Ça a duré 4 mois, parce que là-bas aussi c'est compliqué pour d'autres raisons. Mais ça a été vraiment opportun pour moi. Bon, parce que voilà, on est toujours un peu l'objet du prince. Voilà, c'est pas la même culture. C'est pas, je veux dire tout simplement, c'est pas le même travail. Donc moi je l'ai pris plus pour l'aventure humaine que véritablement une expérience football. Voilà, donc ça s'est fait, c'était bien. Et puis ça m'a permis de revenir en France, on va dire avec une nouvelle tête et de nouvelles perspectives, et surtout d'avoir un après Nantes. Après l'US Concarneau, l'US Boulogne, il y a toujours un point en commun quand on regarde vos carrières de joueurs et d'entraîneurs. Concarneau, là c'est encore spécial. Je reviens toujours à la famille, à mes enfants. En revenant après Dubaï et puis donc mon expérience nantaise, c'est vrai que j'avais pas eu forcément de contact du haut niveau, c'est-à-dire de la Ligue 1, de la Ligue 2, et donc des clubs de national, mais bon, pas forcément toujours très intéressant. Et donc il y a ce projet de Concarneau qui s'est présenté, et puis voilà, le feeling est bien passé avec le président de l'époque. Ça me permettait aussi de me rapprocher de mes enfants pendant une année. Hein. Et donc j'ai choisi cette option-là. Puis ça m'a fait énormément de bien de revenir dans le monde amateur. J'ai vu aussi les bons côtés et puis les travers aussi qu'on peut rencontrer dans le football amateur. Concarneau, vous a joué en CFA à l'époque CFA2. Ouais, CFA2. Mais on a eu la chance aussi de faire une belle épopée en Coupe de France, contre Lyon notamment. Là, on ne s'inquiète pas quand on quitte le FC Dubaï et quand on signe en CFA2. Après, on se dit pas, mince, la carrière d'entraîneur, il faut vite que je retrouve un club comme Boulogne. Boulogne c'est encore différent. À chaque fois, de toute façon, ça a été des choses qui se sont présentées. Je vous dis, Concarneau, ça a été un peu le choix du cœur, la Bretagne, le rapprochement avec mes enfants, et puis le fait de ne pas non plus avoir de propositions véritablement intéressantes sur le plan professionnel. Donc voilà, tout ça. Et Serge, la Bretagne, ça vous gagne, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde vos carrières d'entraîneur et de joueur, il y a toujours un point commun, la Bretagne. Vous êtes même sélectionneur de l'équipe de Bretagne. C'est certainement par hasard. J'ai toujours souhaité effectivement rester proche de mes racines. C'est vrai qu'en 92, quand j'ai pris l'initiative de quitter le Stade Rennais, qui redescendait en Ligue 2 pour une énième fois à l'époque, j'avais pour ainsi dire donné mon accord à Sochaux à l'époque, et au dernier moment, après maintes coups de fil de Robert Budzinski à l'époque, le directeur emblématique du FC Nantes, il a réussi à me convaincre. Ouais, il a réussi à me convaincre de signer à Nantes. À l'époque, il m'a dit viens encadrer les jeunes, tu as 28 ans, mais je t'assure, il y a des bons jeunes, on ne les connaît pas encore, mais c'est des joueurs de talent. Il s'appelle Makelele, il s'appelle Pedros, Loco, tu vas voir, ça va bien se passer. Et il m'a fait changer d'avis. Et puis voilà comment une carrière des fois peut se jouer à peu de choses. Un an après, donc Sochaux redescendait de Ligue 1 en Ligue 2, et puis moi j'étais finaliste de la Coupe de France, on faisait la Coupe d'Europe, et puis 3 ans après j'étais champion de France, 4 ans après on faisait la Ligue des Champions, donc voilà, ça s'est fait. Une carrière, ça peut se jouer à des fois un petit coup de fil comme ça qui vous... Oui, tout à fait. Et donc après vous arrivez à Boulogne, après vous arrivez à Angesco, mais il y a toujours un point commun, c'est des équipes bretonnes, entre guillemets, la grande majorité, j'enlève Boulogne bien sûr, j'enlève le SCO d'Angers. Boulogne tout simplement, ça s'est fait aussi par rapport à mon amitié avec Laurent Guyot, que j'avais fait revenir moi quand j'étais responsable du centre de formation, donc entraîneur des jeunes donc au centre de formation à Nantes. On est très amis, donc c'est un ancien Nantais bien évidemment. Donc une fois que Laurent lui a eu la possibilité après son DEPF aussi de prendre une équipe pro, il m'a dit écoute, moi je souhaiterais te prendre comme adjoint, et puis voilà, est-ce que tu viens ou pas, et donc puis je suis parti comme ça du jour au lendemain à Boulogne. Ça s'est fait comme ça. Voilà, donc ça a été une expérience d'1 an et demi. Voilà, après Boulogne, il fallait retrouver quelque chose.
Je devais partir là aussi en tant que responsable de la formation à Auxerre, c'était pour ainsi dire ficelé. Et puis il y a eu ce coup d'état à l'époque de Giroud et de sa bande à Auxerre qui a fait que finalement ça s'est pas fait. Et en parallèle, le SCO d'Angers m'a appelé à ce moment-là avec Stéphane Moulin et puis Olivier Piqueux. Voilà, ils souhaitaient donc un adjoint pour Stéphane avec le EPF. Ça s'est fait rapidement. Voilà, donc football c'est ça, hein, on n'a pas forcément toujours le temps de reprendre son souffle. C'est vrai quand on regarde votre carrière, elle est riche. Joueur, entraîneur, centre de formation, entraîneur assistant, entraîneur au Qatar. Ouais. On se dit que c'est pourquoi le poste de président. Non mais c'est vrai que vous changez vite et c'est riche et varié. Bah, c'est ce que je dis. Aujourd'hui j'ai une expérience du monde du football. Et où je peux aider peut-être le mieux Stéphane, c'est que j'ai été dans la peau d'un numéro 1 et surtout dans la tête, donc je peux connaître les difficultés qu'on peut rencontrer quand on a ce poste-là, hein, avec des joueurs, avec les supporters, avec les dirigeants, avec le staff des fois, et que donc voilà, si je peux anticiper déjà sur pas mal de choses pour lui éviter justement tous ces petits soucis, voilà, c'est là. Bon, et puis après il y a le domaine technique bien évidemment, les entraînements, les matchs, la vidéo, enfin voilà. Mais avant de passer la parole à mes 3 chroniqueurs, pour revenir sur le sportif, on va juste terminer. S'il y a un joueur à retenir dans votre carrière et un entraîneur, vous retiendrez qui? On va commencer par le joueur qui vous a le plus marqué à vos côtés. Moi je pense que le joueur qui m'a le plus marqué c'est Jafet Noram, à l'époque à Nantes. Je le dis d'autant plus volontiers que j'ai pas forcément eu la même complicité après avec lui quand il a été directeur sportif. Mais pour moi, ça reste le joueur qui représentait le plus le football à la nantaise, dans l'intelligence, dans la technique, dans la vitesse. Et l'entraîneur, Coco Suedo? Bon, je crois qu'on apprend on apprend de tout le monde. Alors c'est vrai que quand vous passez 14 ans à Nantes, que vous passez des entraînements, des matchs avec Jean-Claude Suedo, c'est sûr. Moi, j'ai jamais eu le sentiment de m'être ennuyé une fois à l'entraînement avec Jean-Claude Suedo. Par la suite, j'ai travaillé aussi avec Reynald Denouex, qui est un mec extraordinaire. Et puis c'est fou, là, c'est deux entraîneurs un technicien qui n'entraînent plus. Ce sont, Jean-Claude Suedo, Reynald, c'est le technicien vraiment hors pair. C'est quelqu'un qui est d'une humilité en plus extraordinaire. Et c'est quelqu'un que je dis toujours égoïstement, j'ai pas assez profité de lui parce que je l'ai eu comme entraîneur ma dernière année de joueur. Où là j'ai joué un tout petit peu moins, donc j'ai pas forcément des bons souvenirs de mon année de joueur avec Reynald. Ensuite je l'ai découvert véritablement de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire en tant que moi formateur, lui entraîneur des pros, à travers des discussions formelles ou informelles. Et puis là j'ai découvert quelqu'un de très très riche, quelqu'un de vraiment hyper intéressant et costaud, quoi. Donc voilà, c'est les deux entraîneurs effectivement charismatiques et puis qui m'ont appris énormément, mais je crois qu'après on prend de chacun. J'ai eu Didier Noto pendant aussi un an à Rennes. Bon, c'est quelqu'un qui sur le plan physique aussi m'a apporté des choses. Voilà, je pense et un dernier mot, et après on passe à Metz SCO. Un dernier mot sur la sélection bretonne. On parle beaucoup de la sélection corse avec des joueurs de talent comme Cavalli ou Palmieri pour ne citer que. Mais elle est rendue cette sélection bretonne? Bah, actuellement elle est un peu en sommeil, c'est difficile On rappelle aux auditeurs, Yann, une sélection bretonne, sélection corse, c'est tous les joueurs issus du cru qui font des matchs amicaux l'été. En gros c'est un peu ça. Bah, la difficulté c'est ça, c'est de trouver des dates justement pour conjuguer le championnat français, étranger et puis ces matchs on va dire internationaux. Première fois que j'ai eu affaire à cette sélection, c'était justement le Bretagne-Cameroun en 98, donc c'était avec Paul Le Guen, c'était notre dernier match d'ailleurs officiel. C'est vous qui l'avez monté? Non, pas du tout. Non, ce sont 2-3 personnes, des vrais Bretons hein, qui ont monté cette sélection. Et puis, les fondateurs de cette sélection corse sont les fondateurs de cette sélection bretonne, pardon. Fange Gomme et Gérard Rousseau. D'accord. Donc voilà, ce sont donc des gens qui ont souhaité refaire vivre des grands moments du foot à travers cette sélection bretonne. Mais voilà, la difficulté c'est de trouver des dates et de rassembler des gens et puis aussi trouver des budgets parce que voilà, même à ce niveau-là il faut trouver un budget avec des sponsors, des droits TV éventuellement. Donc, qui serait éligible pour faire partie là, à l'heure actuelle alors, vous dire aujourd'hui, il y avait des critères.
qui sont toujours d'actualité d'ailleurs. Bon, en gros, il faut être breton, quoi. Soit né en Bretagne, soit avoir des parents, des grands-parents bretons. Enfin, après, bon, il y a quelques. Faut que son nom finisse en ek. Quelques petites ficelles, voilà. Mais bon, en gros, c'est représenter la Bretagne, les racines, quoi, tout simplement. Mais il y a des joueurs là vous êtes peut-être en contact ou vous savez qu'ils seraient partants si jamais ça se faisait. Oui, bien sûr, c'est toujours, je pense, des bons moments que de se retrouver entre Bretons. Oui, Mickaël, Après, Mickaël, pendant pas mal de temps, était pris par l'équipe de France, donc c'est vrai que c'était difficile pour lui de le faire, mais... Je suis sûr que vous êtes toujours en contact avec Mickaël Andro, il n'oublie pas les anciens entraîneurs, il était beaucoup en contact avec Jean-Louis Garcel l'année dernière, il nous le disait. Vous êtes en contact avec Mickaël? Oui, Mickaël, oui, bien sûr. Mickaël, il a fait son premier match à 17 ans à Bastia avec nous, hein, donc ensuite... on s'est toujours suivi. Moi, je l'ai eu après comme entraîneur, enfin comme joueur quand j'étais entraîneur. Donc c'était mon capitaine, évidemment que je m'appuyais sur lui. Donc on s'appréciait en tant qu'homme. Et voilà. Donc aujourd'hui, voilà, ça arrive de temps en temps que je l'ai au téléphone aussi. Voilà. Donc de toute façon, c'est des gens, ils font une grande carrière comme ça parce que effectivement, ce sont des gens qui sont respectueux et des gens qui. Il y en a dans la tête. Ouais. Voilà. Merci Serge. On passe et Yann, on scrutera dans l'équipe l'été pour voir si la sélection bretonne joue des matchs par exemple face à l'NF. Exactement, j'irai lire le télégramme cet été, depuis mes vacances. Allez, on passe tout de suite à Mesco après le jingle. L'équipe du lundi, votre magazine sport sur les 100.5 FM de Radio-G, tous les lundis soirs, de 19h à 20h. Allez Yann, c'était important de prendre le temps avec Serge Désé pour revenir un petit peu sur sa vie. 18 minutes, mais on aurait pu faire, je pense, 2-3 heures. Il y a du gros CV quand même. Il faut Allez, l'admettre. on passe tout de suite à Mesco et petit à petit, le SCO grappille des points et le SCO est invaincu depuis la 31e journée, soir de match face à Châteauroux où il avait emporté 2-0. Je vais parler sous ton contrôle, Flo. Stéphane Moulin avait parlé de demi-finale, première demi-finale pour qualifier ce déplacement à Saint-Symphorien. Ah non, il avait parlé de demi-finale la semaine dernière, pas seulement. Ouais. Et s'il y avait victoire. C'est pour ça que je parlais sous ton contrôle. Voilà. Parfait, c'est précisé. Match évidemment crucial pour les hommes de Stéphane Moulin et de Serge Dizet qui étaient en déplacement à Saint-Symphorien vendredi soir. Match nul 1 partout. Pourtant, Serge, on peut être un petit peu déçu parce que le SCO a quand même dominé cette rencontre. Seulement 2 tirs cadrés pour les Messins. Ouverture du score angevine par l'intermédiaire de Charles Diers. Premier but de l'année. Égalisation 5 minutes plus tard par les Messins. Un match nul finalement qui ne ravit personne. Heureusement, parce que derrière ça n'a pas gagné, c'est le seul point positif. À quelques minutes près, le Havre. Du week-end, ouais. Mais le Havre est toujours stérile. Alors, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est un bon point, Serge. Je crois que sur la physionomie du match, on peut toujours peut-être être déçu de ne pas avoir pris les 3 points, mais je crois que ça reste quand même un bon résultat. Il fallait pas perdre. Je crois qu'il fallait garder cette équipe messine derrière nous. Je crois que c'est important aussi que avant de recevoir Nantes, on reste sur un résultat quand même positif. Donc je crois que globalement ça reste un bon résultat, même si effectivement on peut toujours avoir des regrets de ne pas avoir mis ce deuxième but. Nico, petit pas après petit pas, le SCO avance et dans cette Ligue 2, la principale qualité c'est la patience pour acquérir le maintien. On parle aujourd'hui d'un maintien probable à 46 ans. C'est vrai que ça confirme en tout cas la bonne série du SCO, qui est quand même un peu revenu. Sur les 7 derniers matchs, ils ont été chercher 3 victoires, 3 nuls, il y a juste une seule défaite. Ce qui me fait plaisir aussi, moi personnellement, c'est de voir Charles Diers qui arrive à marquer son premier but de la saison. On a quand même connu, il connaît vraiment une saison un peu difficile sur son côté droit, et là il arrive à marquer, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est bien dans les têtes, ça libère un peu du monde, donc ça fait du bien. Et c'est vrai qu'avoir un match une semaine qui va être quand même compliqué avec 2 matchs au programme, si on pouvait réussir à justement battre Nantes, l'éternel rival, et faire un bon résultat à Istres, le maintien serait quasiment assuré. Nantes c'est un peu symbolique finalement cette saison, on en avait parlé la semaine dernière. Nantes c'est là que tout a commencé finalement, cette mini descente aux enfers pour Angesco qui jouait finalement sa saison sur ce match à Nantes, où on jouait le haut tableau, où on jouait le maintien. Vous êtes d'accord avec tous les organismes de presse qui parlent de match charnière ce Nantes-SCO? Si Kéchero à la deuxième, il passe mieux son pied. Si Charbocadre aussi, si Charbocadre. Et puis Gomez aussi, il me semble qu'il a 2 fois. Oui, je crois que ce match-là nous a laissé énormément de regrets et certainement ça a pesé dans la tête des joueurs parce qu'effectivement c'est le début un petit peu de notre mauvaise série, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on paye cette série de janvier on va dire à mars
on traîne ça comme un boulet. Donc progressivement, c'est vrai qu'on arrive à relever la tête et bon, j'espère tout simplement qu'avec les 4 matchs qui arrivent, là, cette série-là négative, ce sera plus qu'un mauvais souvenir, tout simplement. Pour clôturer cette journée, avant de passer la parole à Nico, Fred, on va t'écouter pour les scores de cette journée de championnat. Donc le SCO a pris un très bon point à Metz parce que il ne fallait pas perdre, tout simplement. Oui, victoire de Nantes face à Amiens 5-0 avec carton de la soirée. Avec un triplé de Sylvain Wiltord, le jeune Wiltord. Le Mans-Laval 3-1 pour Laval avec un doublé de notre ancien scoïste Fabrice de Marcolino. 4 buts en 2 matchs. Ouais. 2-1 pour Tours qui bat Bastia le leader. Le Havre-Reims 1 partout. 3 Boulogne 2-1 pour 3. Clermont-Monaco, première défaite depuis un bon bout de temps de Monaco, 1-0. Ils auront pas 5500 € par joueur, prime de victoire, qu'on aime rappeler. Sedan perché à domicile face à Guingamp 1-0. Istres Arles-Avignon 0-0. Et Lens qui perd contre Châteauroux 1-0. Bon, Serge, demain vous recevez le FC Nantes. Est-ce que si vous prenez les 3 points, le maintien est assuré à 90%? Est-ce que vous êtes d'accord avec ma formule? Parce que là, on parlerait quand même de 45 points. C'est du jamais vu. Oui, mais les points, vous savez, d'une saison sur l'autre, c'est-à-dire que ça veut trop rien dire, mais non, je crois qu'on ne pourra pas dire qu'on sera maintenu. Hein. Je crois que mathématiquement, de toute façon, c'est pas possible. Donc, je crois qu'il y a un gros coup de collier à donner, effectivement, demain contre les Nantais. Et puis derrière, je pense qu'il faudra encore crapahuter pour prendre le ou les points nécessaires, parce que faut pas avoir de mauvaises surprises. Alors ça commence par nous déjà qu'on fasse ce qu'on a à faire nous de notre côté en prenant ces 3 points. Mais non, je crois qu'il va falloir être concentré jusqu'au bout, parce qu'on voit tous les ans des mauvaises histoires et voilà, faut pas en faire partie. Bon, Yann l'a rappelé en préambule de la présentation de ce SCO Nantes. Au match aller, tout avait mal fini entre le FC Nantes et Angesco. J'y étais, le FC Nantes prenait les 3 points alors qu'il ne méritait pas. Avec un coup d'éclair et une matchère de Djordjevic. Et le dernier match de sa, pour moi, jeune carrière, Bruno Chéreau, parce qu'on n'a pas trop compris un petit peu son départ aussi précoce dans la saison. On comprend pas trop ce qui se passe à Nantes depuis déjà pas mal de temps. Et ce n'est que l'accumulation de beaucoup de choses qui se passent en interne. Et Landry Chauvin sous contrat jusqu'en 2013, et même pas sûr encore de renouveler son bail l'année prochaine. C'est encore un petit peu le bazar du côté du FC Nantes. C'est forcément un match particulier pour vous, Serge, ce SCO FC Nantes. Ou est-ce que le FC Nantes je crois que je l'ai dit et puis je l'ai écrit aussi. Bon, maintenant j'ai fait le deuil du FC Nantes. C'est vrai que tout à l'heure je disais que j'ai passé 14 super saisons là-bas. Bon voilà, aujourd'hui, bien sûr que c'est pas non plus n'importe qui pour moi, mais voilà, il n'y a plus beaucoup de gens, de joueurs que je connais dans l'équipe qui va figurer demain à Jean-Bouin. Les dirigeants ont changé, voilà, donc non, je crois que moi ce qui m'intéresse c'est que Angers prenne les 3 points, qu'on fasse un bon match, hein, parce que c'est important aussi. De toute façon, je crois que nous à Angers, on ne peut pas gagner si on ne joue pas bien. Et le SCO va mieux depuis quelques journées là, depuis l'électrochoc pour moi en Picardie, Amiens-SCO et cette défaite 2-0. Ouais, je crois qu'on a rectifié le tir, ça n'a pas été facile, hein, parce qu'on a eu affaire à beaucoup de blessures, pas mal de suspensions, donc voilà, je crois que là, depuis quelques temps, l'équipe est beaucoup mieux disposée sur le terrain. On arrive aussi à avoir des changements intéressants, hein, ce qui n'était pas toujours le cas, parce que c'était pas possible, tout simplement. Et puis là, on arrive souvent à voir à travers les joueurs qui sont sur le banc, un coaching beaucoup plus intéressant, et ce qui permet souvent de gagner les matchs, ou tout au moins de prendre le point supplémentaire. Justement, Yann, on en parlait de cette équipe, autant qualitativement qu'au niveau de la quantité. C'est un peu la classe biberon en ce moment, Angesco, hein, depuis quelques matchs, et je pense que ça doit forcément faire plaisir à un formateur comme vous, Serge le disait, quand on voit des jeunes faire le taf, faire le boulot comme on dit, faire l'intérim quand les anciens et les cadres sont pas forcément très en forme, ça fait forcément plaisir. Je crois que s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent tout simplement. Hein.
Moi, c'est vrai que j'ai été agréablement surpris quand je suis arrivé à Angers de voir la qualité des 4-5 jeunes qui s'entraînaient avec nous. Hein, Maxime Rousseau, Ryan Friquèche, Pierre-Étienne Lemaire. Ouais, Vincent Manceau qui avait joué déjà un tout petit peu plus, mais puis il y en a d'autres aujourd'hui. Hein. Bon, il y a Bukamutu qui est arrivé. Non, c'est des bons garçons. Hamza Afidi, Léo Messi, qui arrive. Non, mais c'est des garçons qui sont sains, des garçons qui sont intelligents et je pense que voilà, ils sont pas démunis de talent, hein, mais ils ont surtout cette simplicité et puis cette envie de bien faire qui fait que collectivement ça marche bien. Mais Serge, quand vous êtes arrivé cet été, quand vous avez vu les joueurs, le nombre, la qualité des joueurs, est-ce que vous attendiez à une telle saison qu'on qualifiera quand même pas de saison galère, mais de saison très compliquée? Ou c'est tout simplement la Ligue 2 qui est de plus en plus homogène? Non, mais je crois qu'il faut tout retranscrire aussi dans le contexte du début de saison. Hein. Quand je suis arrivé, moi finalement, quelques semaines plus tard, le club était peut-être en national. Hein. Il y avait ces problèmes de DNCG, donc bon, voilà, donc c'était pas forcément facile. Déjà pour recruter, donc il n'y avait pas de recrutement. Donc ça c'était la première chose. La deuxième, c'était quand même le changement d'entraîneur avec peut-être une façon de voir le football différente, hein, que ce soit Jean-Louis ou Stéphane. C'est le même effectif, mais peut-être avec des options différentes pour faire jouer l'équipe. Donc voilà, il fallait aussi que les joueurs peut-être arrivent à bien assimiler tout ce qui était demandé. D'un regard d'entraîneur que vous avez été, qu'est-ce qu'il a manqué? Vous êtes quand même l'entraîneur assistant, qu'est-ce qu'il a manqué pour pas vivre une saison plus confortable? Un peu plus d'expérience? Non, parce qu'on a quand même on avait quand même et on a toujours un des effectifs les plus expérimentés. Hein. Voilà. Oui, et puis il y a Jérémy également qui malheureusement est blessé aujourd'hui. Malheureusement, on l'a pas vu, on l'a pratiquement jamais vu presque. On peut pas dire. Pourtant, c'est un joueur très important, Nicolas G, mais je sais que... Non, moi je parlais de Jérémy Hénin. Jérémy Hénin, ouais. Qui a fait quand même la première partie du championnat. Donc, non, il y a de l'expérience, mais après, il a manqué de plein de petites choses. Hein. Je crois qu'à un moment, on prenait énormément de buts. Ensuite, on a eu du mal à en marquer. Donc, on n'a pas toujours réussi à trouver le match où, si on n'en prenait pas, on n'en marquait pas. Enfin, c'était compliqué, mais je crois que moi, ce qui m'a quand même interpellé au début de saison, quand je suis arrivé dans les entraînements, je trouvais que c'était sur un plan collectif, c'était intéressant. Il y avait du jeu collectif. Alors c'est vrai qu'il nous manque certaines choses, hein, et notamment de la vitesse, de la percussion. Donc ça, je veux dire, voilà, vous l'avez pas à travers les joueurs. Hein. Mais je trouve que collectivement, quand même, il y a eu beaucoup d'enchaînements, beaucoup de jeux, et c'est vrai que je trouvais, moi, quand même, ce que je disais à Stéphane, un petit peu de similitude avec ce qu'on pouvait demander et faire au FC Nantes. Nico, un petit mot sur... On va faire une partie statistique, Romain n'est pas là, donc du coup on va lui rendre hommage pour préparer justement ce match demain contre Nantes. Nantes qui n'arrive plus trop à aller chercher des points à l'extérieur, leur dernière victoire, ça remonte au mois de décembre, une victoire contre Amiens justement, ils avaient gagné 2-0 ce soir-là, ils leur ont mis 5-0 ce week-end, donc ils aiment bien Amiens apparemment, cette équipe de Nantes. Ils restent sur 3 défaites de suite à l'extérieur, donc il y a moyen effectivement, je pense que le SCO fasse quelque chose. Malgré tout, on vient tempérer cette statistique avec une autre statistique. Au stade Jean-Bouin, le SCO n'arrive pas à battre le FC Nantes. En 10 matchs depuis 1974, seulement une seule victoire, mais c'était il y a 2 ans. Donc bon, voilà, peut-être que ça va changer, mais une victoire, 6 nuls, 3 défaites seulement pour le SCO face à Nantes. Un vrai derby, on espère en tout cas que le stade Jean-Bouin sera plein, et avec un vrai bon match en 4 victoires, je pense que le maintien, le SCO aura fait vraiment un bon pas.